On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et je vais co-animer cet épisode avec Betty, étudiante au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno. Bonjour Bruno, merci de nous accorder de ton temps pour nous parler de ton beau métier de scénographe. Je vais commencer par te présenter ainsi que ton parcours et puis on pourra en discuter ensemble si tu as des choses à rajouter. Donc, tu es scénographe depuis plus de 20 ans. Tu proposes ton expertise en tant que consultant indépendant, si j'ai bien compris. Les plus grandes agences événementielles comme Havas ou Hopscotch, mais pas que, te font confiance pour prendre les rênes de mise en scène dans tous les domaines, de la télévision, des festivals, des événements corporate, des expositions, des showrooms. Lorsqu'on déroule ton CV, déjà, il y a de la lecture, mais surtout, on a l'impression qu'il y a peu de choses que tu ne saches pas faire en tant que scénographe. Alors déjà, félicitations pour ce qu'on peut qualifier de grande carrière, mais surtout, merci de venir partager avec nous et tous ceux qui nous écoutent ton savoir-faire sur ton métier. Bruno, j'ai pu voir que pour en arriver là, tu as eu beaucoup d'expérience dans différents secteurs, que ce soit dans l'art, le corporate ou bien encore dans d'autres domaines. Pour tous les étudiants qui nous écoutent, peux-tu nous partager les études que tu as suivies? Y a-t-il une école particulière qui forme au métier de scénographe? Alors oui, moi personnellement j'ai tout de suite après mon bac, qui était pourtant un bac scientifique, mais comme pendant mes années de lycée et de collège, je m'intéressais beaucoup à l'art et aux beaux-arts. Je suivais des cours de dessin, des cours de sculpture, des choses comme ça. J'ai tout de suite après mon bac passé les concours pour les écoles de beaux-arts et j'ai été pris dans plusieurs écoles de beaux-arts dès le bac, du fait de ce background, je dirais, artistique, avec une pratique, avec un book qui m'a permis de passer les concours de beaux-arts. J'ai été pris à l'école des beaux-arts de Nancy, qui était une école nationale, sur lesquelles j'ai fait 3 ans. Ensuite, c'est à l'école de Nancy où un professeur, Philippe Duvignal, a parlé d'une correspondance entre un grand metteur en scène et lui-même. C'était un professeur d'histoire de l'art. Que j'ai découvert le métier de scénographe. Je le connaissais pas à l'époque, donc j'avais 18 ans. Au départ, j'envisageais de faire de l'architecture, soit de l'architecture, soit des beaux-arts, soit de l'art vidéo. Et puisque ça m'intéressait beaucoup dans les années 90, et ça m'a vraiment intéressé par rapport au travail de Cantor, qui était un metteur en scène à l'époque. Et c'est là que je me suis renseigné, donc dès la 2e année des Beaux-Arts, vers quelles étaient les écoles pour vraiment faire de la scénographie, et que j'ai identifié l'École nationale des arts décoratifs et à Paris. Et donc j'ai passé le concours pour rentrer à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Et donc j'ai fait les 4 années d'études. Alors c'était une école très bien parce que pour le coup on avait beaucoup d'ateliers. Déjà les beaux-arts étaient très bien, il y avait beaucoup d'ateliers pour faire toutes sortes de pratiques, bois, sculpture, photo, métal, sérigraphie, lithographie, gravure, également tout ce qui était informatique. Mais aux arts déco, c'était très bien également, mais surtout il y avait le département scénographie et pour lequel j'ai pu donc apprendre à faire de la lumière, à travailler l'espace avec des grands maîtres, des mentors qui étaient Niki Rietti, Richard Peduzzi qui était notre directeur, qui étaient tous des grands scénographes et qui nous apprenaient le métier vraiment lié pour le coup au théâtre et à l'opéra. On avait également des professeurs qui étaient plus à direction de la muséographie à l'époque. C'était un peu les champs qui étaient identifiés de la scénographie et qui étaient enseignés à l'époque, donc il y a 25 ans. Et voilà, donc j'ai fait les arts déco pendant 4 ans et en parallèle de mes études, donc j'ai eu les diplômes de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. J'avais eu le CESAP à la sortie des Beaux-Arts, qui était le certificat d'études supérieures en arts plastiques au bout de 2 ans à l'époque. Voilà. Et donc voilà un peu mon cursus en termes d'études. Voilà. Ok. Et avec le recul, tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui en tout cas
de suivre une formation spéciale ou est-ce qu'on peut devenir un petit peu, pas par hasard, mais à la force de la volonté et sans passer de diplôme scénographe? Je pense qu'il est possible de l'être sans diplôme. Je pense pas que ce soit le diplôme qui fasse la chose. Après, du moins qui fasse l'expertise, qui fasse le savoir-faire. Après, je pense qu'il y a une forme d'apprentissage à avoir dans ce cas-là. Moi, typiquement, pendant mes études, pendant les 4 années d'études, pour financer mes études, l'été, je partais pendant 4 mois au Club Méditerranée, faire les décors hein, des spectacles du Club Méditerranée l'été, ce qui me finançait mes années de scolarité. Et je devais fabriquer tout seul les décors des spectacles du Club Med, hein, qui était pas passionnant, mais qui m'obligeait à monter les châssis, à faire de la peinture tous les jours, et surtout à monter et démonter 3 fois par jour les décors dans le théâtre du site. Et par conséquent, il fallait que je m'entende bien avec l'ingénieur du son, avec le directeur photo, l'éclairagiste du site. Je suis pas vraiment un directeur photo, mais c'était un éclairagiste dans tous les cas. Et à chaque fois, de leur demander un coup de main, donc avoir une espèce de travail d'équipe pour faire fonctionner ce théâtre, hein, que les perches fonctionnent bien, tout fonctionne bien, et puis en même temps faire les montages, démontages 2 à 3 fois par jour pour les répétitions, les spectacles, les crazy signs, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que ça, c'était une pratique. Et cette pratique-là, en plus de mes études, bon, à part le fait qu'elle me les finançait, me permettait aussi d'avoir une pratique réelle de ce que j'apprenais en parallèle. Et alors, c'est pas l'endroit où je pratiquais la création, mais également en parallèle. Pendant mes 2 dernières années, je travaillais comme accessoiriste au Théâtre des Bouffes Parisiens, qui est à côté de mon bureau actuel. Et donc tous les soirs, quand je quittais les Arts Déco, je me rendais pour faire les mises de la scène et je travaillais le soir après et les week-ends puisqu'il y avait les matinées les samedis et dimanches. Et ce qui m'a permis d'avoir aussi mon statut d'intermittent du spectacle à l'époque et d'être vraiment dans la construction du spectacle et dans la construction d'une scène, d'être au plus près d'un décor construit, qui était d'ailleurs un des décors de mes professeurs, Guy-Claude François. Voilà, donc je pense que oui, par une forme de pratique, par une forme d'apprentissage auprès de personnes, il est tout à fait possible de se frayer un parcours de scénographe, pour peu qu'on ait conscience de l'espace, de la scénographie et de ces éléments. Voilà. Après, ce que l'école, moi, m'a apporté vraiment, c'est cette capacité à apprendre à créer. Ce qui est très différent de la pratique quand on est dans un espace ou quand on est dans un théâtre où on fait quelque chose de très pratique, où on est dans l'exécution. Mais quand on est seul et qu'on doit sortir le projet et le créer, ça, c'est vraiment un apprentissage. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Et concrètement, quelle est l'étendue de tes missions en tant que scénographe? Alors, les missions aujourd'hui, quand on parle d'un scénographe, c'est quelqu'un qui va concevoir un espace, concevoir un univers dans lequel la narration va avoir lieu. Peu importe la narration, hein, que ce soit un événement, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un opéra, ou que ce soit d'ailleurs la visite d'un spectateur dans une exposition d'œuvres. Voilà, c'est vraiment concevoir l'espace dans lequel on va mettre en scène le propos qu'on veut raconter. Donc, et moi, je fais attention à pas limiter le champ de la scénographie justement à uniquement une pratique théâtrale ou uniquement une pratique muséale, mais vraiment à avoir ce côté un peu transversal de mon métier. Et après, dans dans les missions qui sont attendues, dans tous les cas, c'est d'avoir une analyse du lieu en premier chef, c'est-à-dire savoir regarder le lieu, savoir l'analyser, savoir y trouver ses points de force, ses points de faiblesse, et puis comment en faire un outil du lieu, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur ce lieu plutôt que de partir d'une abstraction, d'un studio, d'une salle noire avec des points d'accroche. Ensuite, justement, voir comment on va pouvoir se servir du lieu, quels sont techniquement ces éléments qu'on va pouvoir exploiter. Est-ce qu'il y a des perches, des points d'accroche? Est-ce que bon voilà. Puis ensuite,
les missions qu'on va attendre, c'est de concevoir, de créer un espace pour créer l'espace de jeu, l'espace de la narration, donc de le dessiner. Donc du dessin, de la modélisation 3D aujourd'hui plus que de la maquette, mais ça peut aussi passer par de la maquette réelle. Et ensuite un accompagnement de bonne fin entre ce projet créé, cette intention, mais un accompagnement de bonne fin en production auprès du producteur, de la production, du dire prod, du directeur technique, mais aussi de toute l'équipe qu'on va mettre en place pour créer cette narration avec le metteur en scène et puis le client, voilà, d'accompagner l'intention jusqu'à sa réalisation, cette vision en 3D de départ et ces refs et ces dessins proposés, et leur garantie de bonne fin, comme quoi elles vont fonctionner telles qu'on l'a accompagné et telles qu'on l'a proposé initialement. Et quelles sont selon toi les qualités, les atouts nécessaires pour être un bon scénographe? C'est principalement l'écoute, l'écoute de ce qui est recherché déjà au départ. Une certaine humilité, parce que il faut aussi accepter que c'est un métier de l'ombre, hein. C'est-à-dire c'est un métier où on est dans la coulisse, on n'est pas l'acteur sur scène. Normalement, une scénographie réussie, personne ne doit avoir vu le décor. C'est-à-dire que si on voit le décor avant de voir le comédien, ou si on voit le décor avant de voir le reste, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est qu'il y a une prétention qui est pas où le curseur est pas au bon endroit. Donc c'est vraiment la scénographie, c'est vraiment quelque chose de l'accompagnement. C'est un métier de l'ombre et qui cherche pas à faire briller sur soi la lumière, mais qui crée les conditions d'une réussite, quoi. Bon, je vais le dire comme ça, mais voilà. Après, c'est ce qui est aussi en termes de qualité nécessaire, c'est l'échange de pratiques, de gestes, de savoir-faire, et surtout la confiance qu'on arrive à instaurer avec d'une part son client, son metteur en scène, du moins son donneur d'ordre, on va dire ça comme ça, et d'autre part avec l'équipe de mise en œuvre, c'est-à-dire le chef constructeur, le directeur photo pour la lumière, l'ingénieur son, la vidéo, le topage, pour que voilà, on ait vraiment une condition de mise en scène, une condition de mise en œuvre de l'espace qui soit optimum et qui soit un véritable outil fonctionnel et qui réponde aux attentes de création et aux attentes de réussite du projet. Ton métier, il est super créatif et du coup, comment est-ce qu'on reste entre guillemets hein, à la page? Comment on entretient sa connaissance, sa sensibilité? Comment on reste inspiré pour proposer des concepts inédits? Et ma deuxième question, c'est est-ce que les concepts inédits aujourd'hui, ça existe encore? Alors un concept inédit, est-ce que ça existe encore? Je crois que c'est un métier du sur-mesure. Donc oui, c'est un champ de création, mais c'est, comme je disais au début, une des qualités principales, c'est l'écoute, c'est de savoir écouter quelle est la demande déjà, qui peut ne pas être finalement si inédite que ça, cette demande. Mais après, ça va être le mélange entre le choix du lieu, le choix de l'intention et la demande qui est faite. Et à un moment, on n'est pas dans de la création pure comme un artiste qui va faire un tableau où il n'y a pas de contrainte. Là, je dirais, c'est un métier qui naît de la contrainte. On est systématiquement de la contrainte. Même quand vous faites une pièce de théâtre, il y a un texte qui préexiste. Il y a un metteur en scène qui a un regard sur cette pièce et sur des intentions de comment il veut diriger tel ou tel comédien à l'intérieur de ça. Et là, c'est un peu la même chose, même quand on travaille pour un événement, pour un festival. Voilà, on part de contraintes, on part d'un existant, on part de choses. Et donc, c'est pas de la création pure. Par conséquent, on va associer des effets, associer des intentions, mettre en avant une marque aussi. Par exemple, quand je travaille pour le festival du film américain de Deauville, on cherche à faire en sorte que sur le tapis rouge, tout se déroule parfaitement. Et déjà, la répétition de réussir chaque soir à ce que tout se passe parfaitement, et d'une année sur l'autre à ce que tout se passe parfaitement, et soit bien mis en scène, est déjà en soi un défi. Après, au-delà de ça, je vais avoir une analyse, une étude sur comment
comment sur 2 ou 3 ans changer les choses, déplacer le curseur du regard et accompagner le temps qui passe pour que on reste à la page, pour employer le terme que vous avez employé, mais aussi pour que l'événement ne devienne pas vieillissant en tant que tel. Donc ça, c'est pour des événements récurrents, et j'en fais quelques-uns. Même une bonne partie de mes événements sont des événements récurrents. Et donc, c'est installer une identité qui devient semi-pérenne, ou au moins qui permet d'identifier l'événement, ou qui permet de créer une image mentale, une image de marque de cet événement. Pour finir, je vais te poser quelques questions auxquelles tu vas devoir nous répondre en une phrase ou en quelques mots, avec tout ce qui te vient à l'esprit. Alors, être scénographe, pour toi, c'est mettre en scène dans l'espace. Les 3 outils du parfait scénographe. Alors, le dessin ou la photo, la maquette 3D ou la maquette physique au 1/33e, et après le kutch ou le mètre. Le kutch, c'est une règle à échelle qui permet de convertir des échelles rapidement. Ton plus grand challenge en tant que scénographe? Alors, délimiter le terrain de jeu, faire le contour de la scène, déterminer les coulisses, le hors-champ, car le hors-champ est important, c'est ce qui permet l'imaginaire du spectateur. Ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce métier? Alors, soyez curieux de tout, sans a priori surtout. Entretenez votre œil et votre culture en vous frottant aux grands maîtres dans les monuments historiques, dans les galeries, dans les musées, au théâtre, à l'opéra, au cinéma. Intéressez-vous aussi à des intelligences artificielles comme Midjourney, qui aujourd'hui permettent une véritable révolution de l'outil de création et obligent à challenger l'imaginaire quand on est un créateur, puisque des intelligences artificielles peuvent en 4 mots sortir 50 images qui entourent dans tous les cas une première perception de création, et justement oblige à dépasser la première approche évidente. Donc allez vous frotter à des intelligences artificielles, posez des choses, et surtout allez voir les grands maîtres dans les musées. Merci beaucoup Bruno pour ton temps et ta vision sur ce beau métier et ton parcours. J'espère que les jeunes intéressés par ton métier, ils ont pu en apprendre davantage. Évidemment, merci Betty de m'avoir accompagnée dans l'animation de cet épisode. Et tant qu'à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre ? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication.